Bonjour à tous, je vous fais l'enregistrement de l'analyse linéaire de la vérité toute nue de euh, Pierre Clarisse de Florian. Alors, à l'analyse linéaire, vers 1 et 2, on retrouve une allégorie et une hyperbole. L'allégorie, c'est la vérité avec le V majuscule, et l'hyperbole est présente avec le tout devant nu pour insister évidemment sur la nudité, le dénuement de la vérité. Le passé simple plus l'indéfini, un jour, sorti un jour, signifie une action qui survient rapidement, de manière inopinée, inattendue, brusque, euh, et il faut noter l'importance de l'adjectif possessif sans puis. Alors ça renvoie à une idée de quelque chose de reclus, de caché, de retiré du monde, et ça renvoie aussi à un vieil adage, la vérité sort du puits. Donc c'est une image déjà employée qui est reprise dans les vers liminaires de la poésie. Ces attraits par le temps étaient un peu détruits. L'image de la vérité qui est présentée est négative, elle subit les outrages du temps. On est sur un verbe à la voix passive qui va illustrer les marques du temps sur l'allégorie de la vérité. Et l'image, donc, est un peu repoussante, rebutante de cette allégorie de la vérité. Le corps subit les ravages du temps, et elle attire peu l'homme. Cette image permet de mettre en scène le refus, le rejet qu'ont les hommes, peu sages, peu raisonnés. On est quand même deuxième moitié du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avec l'importance de la raison. Jeune et vieux fuyaient sa vue. Alors, les adjectifs nominalisés, eh bien, vont mettre en avant la caractéristique la plus importante de ces personnes, c'est aussi bien leur jeunesse que leur vieillesse, et illustrer leur réaction. Il fuyaient sa vue, il fuyaient la vue de la vérité. Donc, ça renvoie à l'idée d'une critique de l'être humain, d'une image péjorative de l'homme donné, qui n'est pas capable ou qui ne souhaite pas affronter la vérité, mais préfère se mentir à lui-même. Donc l'image est péjorative, encore une fois, et c'est une critique de la vérité. L'idée aussi que la vérité aurait trouvé refuge dans un puits, puisque on comprend que c'était pas probablement là qu'elle a passé non plus tout son temps, peut renvoyer à l'idée d'une époque antérieure, presque mythologique, où les hommes étaient capables de vivre avec la vérité, la trouver séduisante, la chérissaient. Ils vivaient en bonne intelligence avec elle. Évidemment, ce temps est révolu puisqu'elle a passé alors un temps indéfini dans ce puits. On est dans un début de fable qui comporte quand même une dimension de conte, évidemment, avec cette vision et représentation symbolique de la vérité sous forme d'une allégorie. Bien. Les jeunes et les vieux, donc, ne sont pas prêts à accueillir la vérité. Alors que les jeunes la fuient, pas de souci. Néanmoins, on pourrait s'étonner que les personnes plus âgées, eh bien, rejettent elles aussi la vérité, puisque normalement, avec l'âge vient la sagesse, et la sagesse chérit la vérité. Pardon. Il faut noter la présence de la syndette, puisque la relation entre le vers 4 et le vers 5, la relation logique, va être portée par les deux points qui portent une notion logique de conséquence. Jeune et vieux fié à sa vue, par conséquent, la pauvre vérité restait là, morfondue. On a une assyndète qui insiste sur l'évidence de la relation logique, en l'occurrence de conséquence. La vérité est morfondue, c'est-à-dire triste, souffrante de sa position, et morfondue a pour fonction un attribut du sujet, puisqu'on a le verbe rester, qui est un verbe d'état. Donc la pauvre vérité restait là, morfondue. Il faut aussi insister un petit peu sur l'adjectif pauvre, qui développe, on le retrouvera aussi un petit peu plus tard, un registre pathétique. Le lecteur éprouve de l'émotion, de la pitié pour cette vérité abandonnée, fuie par les hommes. Et ça prouve que le narrateur, en l'occurrence aussi le fabuliste,
Pierre Clarisse de Florian, eh bien, va être du côté de la vérité, et en tout cas la prendre en pitié et essayer d'inciter le lecteur lui aussi à cette pitié. Elle apparaît donc dans pathétique, pitoyable et dans le dénuement, c'est-à-dire la misère, pour quand même faire un écho avec cette idée de nudité. Sans trouver un asile où pouvoir habiter, il y a le sang qui est privatif et donc personne ne l'accueille. Ça reprend l'idée précédente. Rien de plus particulier là-dessus. Le narrateur, quand même, au moins dans ce début de fable, eh bien, prend le parti de la vérité. Si on passe à l'étape suivante du texte, les vers 7 à 10, on va assister donc à l'entrée de la fable. Alors, pour présenter son entrée, eh bien, le point de vue choisi est celui de la vérité, c'est-à-dire qu'on la voit arriver à travers les yeux de la vérité. C'est sensible à l'expression « à ses yeux ». Encore une fois, ça renforce l'importance quand même de la vérité. La tournure pronominale « se » présentée avec le pronom réfléchi « se » montre que la fable a l'initiative un petit peu de la rencontre et qu'elle est désireuse de rentrer en contact avec la vérité. Alors que bon, la vérité, a priori, n'attend rien. Ce qui est très important, c'est qu'on a donc le début de cette rencontre tout à fait symbolique entre deux allégories. On retrouve la dimension de conte et aussi celle d'un récit un peu mythologique. C'est une dimension que prend le poème. Parce que ça va nous expliquer quelque chose de très important qui concerne notre objet d'étude. Et c'est pour ça que cette fable est particulièrement importante. Donc la fable apparaît avec une image connotée par le luxe, l'élégance, richement vêtue. On est sur une hyperbole. Portant plumes et diamants, rythme binaire, des pluriels d'abondance, alors qui sont de l'ordre de l'accessoire, la plume, le diamant, qui connotent encore une fois le luxe, l'élégance, et avec cette alors pas exactement une restriction, mais cette précision assez lapidaire du fabuliste, la plupart faux, mais très brillant. L'hyperbole très va connoter avec une certaine ironie, très brillant. On peut être pris par l'apparence, les faux semblants, l'apparence peut être trompeuse. En l'occurrence, ces attraits brillent beaucoup, mais ils sont trompeurs, ils sont fous. On a le connecteur logique, mais à valeur d'opposition. Donc il faut faire la différence des sévères entre l'être et le paraître, qui peut être trompeur. La vérité est, la fable paraît. Néanmoins, ce n'est pas complètement péjoratif, c'est juste pour bien distinguer les atouts de chacune des deux allégories. La vérité presque se suffit par elle-même, mais elle va être quelquefois maladroite, d'où quand même l'idée qui reviendra plus tard de manière plus précise que toute vérité n'est pas bonne à dire. La stratégie, par exemple, si on transpose ça dans l'argumentation directe, elle est vraie, mais elle n'est pas toujours très efficace parce qu'elle peut être trop choquante, alors que la fable, qui va connoter l'imagination, la création, la fiction, peut être de l'illusion, mais elle est attrayante et ça fait partie des attraits de la fable. Et vous voilà, bonjour, dit-elle. Alors on a un passage en discours direct qui est très important. Pourquoi ? Parce que, et c'est vraiment une petite digression que vous retrouverez dans le cours, il ne faut pas oublier que sur un sujet de dissertation, sur les fables, on peut mettre en avant une caractéristique qui appartient à ce genre littéraire bien particulier, qui est une certaine théâtralité. C'est-à-dire qu'une fable, un apologue, un récit bref, doublé d'une morale explicite ou implicite, eh bien, va captiver l'attention du lecteur, le préparer à la délivrance d'une morale, mais pour captiver cette attention, son intérêt, il faut que le texte soit vivant, dynamique, rapide, vif, et le discours direct va être un élément essentiel à ces caractéristiques d'un récit attrayant. On a ici donc du discours direct qui serait très facile
de représenter sur une scène, et souvent dans les fables, eh bien, on retrouve ces passages en discours direct, ce qui fait qu'on peut assimiler les fables, ces courts récits, à des sortes de scènes de poche, et c'est Marc Fumaroli, un spécialiste de La Fontaine, qui le précise, et ça peut être donc une scénette, une fable peut se représenter très facilement, il y a cette théâtralité qu'il ne faut jamais oublier et qui différencie les fables de textes argumentatifs beaucoup plus directs. Alors, si on revient au discours de la fable, en discours direct, on a le verbe dit-elle en incise, c'est-à-dire entre virgules, entre ponctuations. On a de la ponctuation expressive et l'expression vous voilà, une petite allitération en V, et qui souligne justement cette verve théâtrale de la fable, très vivante, très pétillante, avec cette espèce d'interpellation. Et vous voilà, que faites-vous ici seul sur un chemin? On est presque dans une, dans une question rhétorique, parce qu'il y a un petit peu d'ironie. C'est une façon de souligner l'état désespéré de la vérité. C'est une petite pique de la fable, un petit peu perfide, parce que eh bien, l'état dans lequel se trouve la vérité parle de lui-même. Donc des vers maintenant 13 à 17, la vérité va prendre la parole elle aussi en discours direct, donc c'est important, c'est certes théâtral, vivant, dynamique, mais ça permet aussi d'avoir les paroles prononcées, donc soi-disant par la fable et l'ironie. On est donc dans un discours, je ne voulais pas préciser pour la fable, mais c'est tout aussi vrai pour la vérité. On fait parler des notions abstraites. Alors il y a l'allégorie déjà, qui institue un corps à la vérité et à la fable. Maintenant, elle parle, donc on est quand même dans le domaine de la prosopopée. Hein. En tout cas, on est vraiment, on est dedans. La vérité va s'exprimer donc, elle aussi, en discours direct, et c'est teinté d'ironie. Ce sont des réponses assez courtes, presque lapidaires. Vous le voyez, je gèle. C'est une façon de répondre un peu à la perfidie de la fable. On parlait de théâtralité de la fable. Si on était vraiment dans un texte théâtral, on parlerait de ce qu'on appelle une didascalie interne, c'est-à-dire c'est quand un personnage dit ce qu'il fait ou ce qu'il ressent. Je gèle. Alors évidemment, il y a le sens de la vue qui est convoqué, pas très très important. Vous le voyez, on est dans un présent d'énonciation, qui est vrai au moment où on parle. Je gèle. Alors les deux points pourraient s'approcher de la syndette. En ce qui me concerne, je la trouve vraiment pas. Si, pardon, il y a la syndette, excusez-moi, c'est ici un peu plus loin qu'elle est moins évidente. Je gèle parce qu'au passant, je demande en vain de me donner une retraite. Donc là, on a un lien logique de cause qui est illustré donc par la syndette des deux points. Elle donne l'origine donc de son état, elle est rejetée encore une fois, et il faut surtout remarquer le discours narrativisé. Au passant, je demande en vain. Alors l'adverbe montre que l'issue de ces requêtes est négative, hein, personne ne l'accepte. En vain de me donner une retraite, c'est pas exactement les mots qu'elle va prononcer. Elle rapporte la teneur des propos qu'elle tient aux gens qu'elle croise. Donc on est dans du discours narrativisé, ce qui montre aussi que son action n'aura pas de suite heureuse. Je leur fais peur à tous. On est dans l'ordre du constat. Je leur fais peur à tous. C'est un présent d'énonciation qui pourrait presque tirer vers la valeur de présent de vérité générale. On a l'hyperbole à tous qui vient reprendre leur, qui désigne les êtres humains, donc jeunes et vieux en général. Et il faut, pour une insistance, noter la rime leur peur, une rime interne. Hélas, l'expression exclamative connote le désespoir, absolument. Et je le vois bien, vieille femme n'obtient plus rien. C'est le constant, on va dire, amer et résigné, avec l'insistance, hein, bien. Pour introduire une formulation, vieille femme n'obtient plus rien, une formulation généralisante,
et qui se rapproche de ce qu'on appelle un proverbe, un adage, enfin c'est un aphorisme, je vous ai mis la définition dans le cours. Eh bien c'est une prise de position individuelle, c'est-à-dire ce que pense quelqu'un sur un événement, un fait, une notion. C'est formulé à la manière d'un proverbe et ce n'est pas explicité. Vieille femme n'obtient plus rien, on a là aussi ce constat résigné et généralisant. Toujours donc cette idée de l'allégorie de la vérité qui se poursuit et donc la référence à un corps marqué par les ravages du temps. On passe au vers 18 à 23, la réponse de la fable. Elle va réfuter. Pas tout à fait polémique, mais la fable va répondre en conservant un petit peu d'ironie et en se montrant plus stratège. Donc la fable va réfuter l'argument de la vérité et lui montrer son erreur de stratégie. D'abord en appelant à sa logique. Vous êtes pourtant ma cadette, c'est-à-dire que vous êtes pourtant moins âgée que moi. Donc l'argument de l'âge ne peut pas être la cause du rejet, selon la fable, du rejet de la vérité par les êtres humains. Vous êtes pourtant ma cadette. Dit la fable, on est toujours en discours direct avec le verbe de communication en incise, verbe de communication une lexie, et sans vanité. Alors, c'est quand même là aussi de la fausse modestie et de l'ironie, puisqu'elle va célébrer ses qualités qui lui permettent d'être reçue par tous, au contraire de la fable. Elle va souligner l'accueil que lui réservent les hommes par l'hyperbole, fort bien reçu. D'ailleurs, les hommes sont implicitement désignée. Elle est en position de force dans sa phrase. C'est pour ça qu'on peut, sans se tromper, dire que sans vanité, c'est de la fausse modestie, puisque au vers suivant, eh bien, elle est sujet, et elle est sujet d'un verbe à la voix passive, suis reçu, ce qui montre que l'importance est pour elle-même et pas pour les autres. Elle va, en seconde partie d'argumentation, eh bien contrer, réfuter l'argument aussi de la machine à boire, de la vérité, et en lui proposant une autre stratégie. Elle apparaît quand même très à droite, très manipulatrice. C'est pas une image complètement péjorative de la fable, puisque ça va quand même être une célébration de l'arrangement entre les deux, ce poème de Florian. Mais l'image est nuancée. Elle va, par le biais d'une question rhétorique, pourquoi vous montrer toute nue? Et on retrouve donc cet adage « toute vérité n'est pas bonne à dire », enfin, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi vous vous montrez toute nue avec l'insistance hyperbolique? On est dans une question rhétorique, puisqu'elle n'attend pas la réponse, elle répondra à elle-même. Et après s'être opposée, par le mais aussi, à la vérité, dont elle souligne quand même la noblesse, avec l'expression d'âme. Ça fait partie de cette stratégie argumentative qui va à la fois convaincre par la logique que l'âge ne peut pas être la cause du rejet de la vérité. Et puis là, et maintenant, il y a aussi un petit peu de la persuasion avec cette formule de politesse, d'âme vérité. Pourquoi vous montrez toute nue? Ce n'est pas adroit. Alors normalement, c'est une figure de style que j'espère vous avez dû trouver à la lecture. Ce n'est pas adroit, on est dans une litote. C'est-à-dire dire le moins pour dire le plus. Eh bien, c'est la figure sœur de l'euphémisme. Là, on est dans la litote, c'est-à-dire on prend le contraire de ce que l'on pense. En l'occurrence, pour la fable, c'est très maladroit ce que fait la vérité, donc elle prend l'adjectif adroit et elle le nie. Ce n'est pas adroit, ce qui signifie en fait c'est complètement maladroit. C'est extrêmement maladroit, voire stupide de votre part de vous montrer toute nue. Les deux impératifs, on passe dans un autre passage du texte, le vers 23,
Après, ce n'est pas adroit, eh bien, ça relève encore de la stratégie argumentative, de la fable. Alors, c'est pas un piège du tout qu'elle tend la vérité, mais elle prépare cette association qu'elle voudrait avec la vérité. Et ça va être sensible dans la dernière partie de son discours, qui s'initie avec 2 impératifs. Tenez, arrangeons-nous. Le premier impératif, tenez, eh bien, est à la deuxième personne du pluriel. C'est une marque de politesse. Tenez, il concerne la vérité. En revanche, le second, arrangeons-nous, eh bien, concerne la fable et la vérité, toutes les deux. C'est la première occurrence du nous qui va figurer le couple prochain qu'elles vont former toutes les deux. Ce sont 2 impératifs d'invite. Qu'un même intérêt nous rassemble. Alors, il faudra faire attention à la rime rassemble ensemble. Ça insiste sur l'idée qu'elles doivent s'entraider, former une sorte d'équipe, de couple. Et elle va lui présenter les avantages de cette union. L'insistance de même, pour les rassembler encore, une nouvelle occurrence du nous qui va être présente comme sujet du verbe rassemble, et au vers suivant aussi. Un troisième impératif, venez. Alors ce sont des impératifs d'invite, comme tenez, arrangeons-nous. L'idée de manteau va connoter quelque chose d'un peu dissimulé, de caché. C'est le voile de l'illusion. On va recouvrir la vérité. Si elle le veut bien, elle va accepter d'être parée des attraits de la fable, le manteau, sous couvert. Ce sont ces expressions qui renvoient à la dissimulation. Le verbe marcheront au futur, eh bien, prend la valeur d'un futur programmatique. Je vous annonce le programme, nous marcherons ensemble. Et c'est presque de l'ordre de la promesse. Dans ce dernier passage, donc on assiste à quelque chose de très important qui va être finalement la naissance de l'apologue. Qu'est-ce que c'est que l'apologue? Récit bref doublé d'une morale. Eh bien, Jean-Pierre Clarisse de Florian s'amuse à nous offrir une sorte de version mythologique, symbolique de la naissance de ce genre argumentatif. Et on pourra se poser la question, mais plutôt, alors pas à un autre niveau, mais en littérature ou en philosophie, qui est la cadette, qui est l'aînée entre l'imagination, c'est-à-dire la fiction, le mythe, et la vérité chez l'homme, où va son inclination, etc. Nous, on en reste au littéraire. Toute cette petite partie de 4 vers entre 26 et 29, chez le sage jusqu'à point maltraité, on a un feu d'artifice de procédés d'écriture, de figures de style, qui fait que la fable illustre les bienfaits, les effets positifs de leur association, tant chez l'une que chez l'autre. Alors l'image, certes un peu péjorative parce que manipulatrice, et c'est un peu ce qu'elle fait sur l'être humain, puisque la fable attire le lecteur, le retient, pour qu'enfin on puisse après lui délivrer une morale, c'est-à-dire la vérité. Ici, on va avoir un parallélisme chez le sage, chez les fous. Voilà les fameux parallélismes. Vous les attendiez, vous m'en parlez souvent et c'est pas le cas. Ici, il y est, avec une antithèse entre sage et fou. Ce qu'il faut remarquer, avec un petit clin d'œil ironique évidemment de la part du fabuliste, on est encore une fois au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, l'importance de la raison. Le sage est au singulier et les fous sont au pluriel. Donc dans cette antithèse, on voit certes l'opposition entre la sagesse et le manque de raison chez les fous, mais il est souligné par cette opposition singulier-pluriel, et bien qu'il y ait évidemment bien plus de fous que de sages. On a l'anaphore de à cause de vous, à cause de moi, qui va mettre en place aussi ce parallélisme chez l'une, les qualités de l'une et les qualités de l'autre. Et les 2 négations. Donc on a 2 structures, les vers 26-27 et 28-29 sont composés des mêmes éléments, avec des oppositions, puisqu'une fois elle s'adresse à la fable, une fois elle parle d'elle-même. Et surtout, il faut noter alors le chiasme, puisque le vers 26 commence par chez le sage, et le chiasme va s'organiser autour du point-virgule, puisque chez les fous vient après, et pas tout de suite, et pas à la fin de la phrase, vient tout de suite. Alors, je n'ai pas été clair, je vais reprendre, parce qu'il est assez
les chiasmes, c'est pas simple, puisqu'on ne peut pas toujours faire bonnet blanc et blanc bonnet. En fait, il faut juste mettre entre parenthèses, entre guillemets, le à cause de moi. C'est comme si on avait chez le sage, je ne serai point rebuté, chez les fous, vous ne serez point maltraité. Voilà, on a un chiasme. Donc pour résumer, on a chiasme, on a antithèse, on a parallélisme, on a anaphore, et puis on a cette structure négative qui revient, une structure négative catégorique, point, ne point, vous ne serez point, et les futurs programmatiques, là encore une fois. Donc ces 4 vers expliquent finalement l'intérêt de l'association de la fable et de la vérité. Alors, présenté de façon allégorique, donc ici il s'agit de voir ce qu'elles vont pouvoir chacune récolter, mais si on se place au niveau littéraire et qu'on décrypte le côté symbolique, eh bien on a l'illustration des pouvoirs de l'apologue. L'exemple donné, l'apologue sera reçu chez le sage et l'apologue sera aussi reçu chez le fou. Alors, le sage acceptera l'apologue parce qu'il trouvera l'âme de la fable. Quand l'apologue prend cette forme-là, l'âme de la fable, c'est-à-dire la morale, eh bien, va plaire au sage puisqu'il retrouve la vérité. Et les fous, eux, vont aimer l'apologue parce que le corps de la fable, c'est-à-dire l'histoire, va le captiver. Donc, cette naissance de l'apologue, elle est là. Elle est assez originalement traitée, avec finalement beaucoup d'humour. Et c'est cette célébration qu'on a de ce genre littéraire qui convient à tous, et vous ne manquerez pas évidemment d'y trouver les échos des pouvoirs de la fable de La Fontaine. Pour terminer, les 4 derniers vers, eh bien, on a de nouveau donc cette célébration des pouvoirs de l'apologue qui permet de plaire à chaque être humain par ce moyen, chacun selon son goût, et l'antithèse entre raison et folie, avec l'anaphore de cette fois-ci, l'expression grâce à et non plus à cause. Donc, bon, c'est un petit clin d'œil ici de construction. Et l'opposition raison-folie, antithèse. On est presque, pour une fois, dans ce qu'on pourrait appeler le paradoxe, puisque la raison et la folie vont cohabiter à l'intérieur du genre littéraire de l'apologue. Les 2 futurs qui terminent le poème, Verrez et passeront, sont là aussi des futurs programmatiques de l'ordre de la promesse, vous verrez. Nous passerons de compagnie, c'est-à-dire nous irons partout ensemble, de manière hyperbolique, c'est souligné. Eh bien, elles seront accueillies toutes les 2. C'est là qu'on voit que la fable avait un tout petit peu outrepassé l'état des choses quand elle disait qu'elle était reçue partout. On comprend dans le développement de son argumentation qu'il y a bien un endroit où elle n'est pas reçue, c'est chez le sage. Bon, le singulier du sage nous dit bien qu'il n'y en a pas tant que ça, donc en effet, elle est reçue par la plupart des êtres humains, mais définitivement, la meilleure façon d'être, c'est de s'unir à la vérité. Il faut noter que l'image donc de la fable quand même s'améliore grandement et qu'elle montre une tendresse entre allégories particulières avec l'expression ma sœur, où on a un terme affectueux et de familiarité dans le bon sens du terme, sœur, et puis c'est souligné par l'adjectif possessif ma qui va connoter la tendresse. Et ça se termine sur ce nous du couple formé par la vérité et la fable pour former l'apologue. Voilà, merci.